Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, début de semaine où on parle encore de finances, l'auto-efficacité de votre conjoint est mise à mal puisque pendant une crise existentielle, vous savez que très souvent, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va vraiment faire des dépenses inconsidérées, on va diminuer son stress par des dépenses. Tout ce qu'on voulait pas faire avant, on trouvait ridicule les voitures de sport, acheter une voiture de sport, on retrouvait ridicule les, une femme qui se fait faire des tatouages, on se fait faire des tatouages quand on est une femme, etc. Donc vous voyez que pendant une crise, il va falloir gérer la situation pendant quelque temps de façon à ce que ça n'abîme pas trop le couple. Et c'est le thème de la formation de cette semaine que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo sous l'affiché plus dans le catalogue des 200 formations. Vous cliquez sur le lien et vous allez pouvoir régler vos problèmes financiers avec votre conjoint. Votre conjoint a un problème finalement financier, certainement parce qu'il a un problème dans sa tête de préfrontal entre guillemets, c'est-à-dire que il a une croyance, votre conjoint a une croyance à sa capacité à réussir évidemment, et finalement il va dire si je joue au loto je vais gagner, si je joue au casino je vais gagner, et finalement il a une diminution de la confiance en lui au fur et à mesure de ses échecs. Il va essayer de compenser par des achats que j'appelle ostentatoires pour projeter une image de succès et de contrôle malgré l'insécurité intérieure et malgré les échecs. Votre conjoint a beaucoup d'insécurité intérieure pendant sa crise existentielle. Évidemment, au début de sa crise, il dit « Je vis ma best life, j'ai jamais été aussi heureux, je regrette pas la séparation », mais tout ça montre une insécurité intérieure qui est souvent compensée par des dépenses inconsidérées. Donc finalement, votre conjoint se conforme aux attentes sociales et aux normes culturelles qui imposent des pressions implicites sur votre conjoint et qui va essayer pendant sa crise de maintenir une certaine image de quelqu'un de performant dans sa voiture, dans sa chirurgie esthétique. Et le conformisme et le désir d'acceptation sociale vont pousser votre conjoint à des dépenses qui vont soutenir une image qu'il aimerait avoir, même si elles sont financièrement irrationnelles. Alors évidemment, vous vous demandez pourquoi, Bruno, les individus, en crise existentielle notamment, investissent souvent dans des objets de luxe. Alors quand je dis investissent, c'est des dépenses, vous savez la différence entre l'actif et le passif. Quand vous achetez une formation, c'est un actif parce que ça va vous permettre d'économiser de l'argent au moment du divorce et d'être plus heureux, d'éviter que vos enfants changent de maison toutes les semaines. Donc c'est un actif, c'est un investissement que vous allez dépenser une somme qui va vous rapporter plus ensuite. Alors numérairement, si vous évitez la séparation, mais aussi psychologiquement, puisque vous serez mieux dans votre vie. En revanche, quand votre conjoint paye un restaurant à son pansement et qu'ensuite il s'aperçoit qu'il s'est fait avoir, que son pansement n'en voulait qu'en son argent, eh bien effectivement, ça a donné un petit peu une confiance en soi pendant un moment pour votre partenaire, pour votre conjoint, mais ensuite ça le fait dégringoler. Donc vous êtes dans l'investissement, dans les actifs avec l'achat de formation et la mise en pratique de ce que vous apprenez à la formation. Et votre conjoint, au contraire, essaye de compenser son soi qui est fragilisé. Les objets de luxe chez votre conjoint, comme les voitures de sport ou les fringues de luxe, vont activer des circuits cérébraux qui sont liés encore à la récompense et à ce fameux statut social. Et en période de difficulté pour votre conjoint, pendant sa crise, il va s'offrir des gratifications immédiates qui va renforcer son image de réussite. Et vous savez que tout ce qui fait du bien à court terme fait du mal à long terme. Par exemple, quand je prends de la drogue, ça me fait du bien à court terme et à long terme, ça me détruit. Pareil pour l'alcool, pareil pour le casino, qui peut donner des shoots de dopamine et puis des descentes très fortes. C'est ce qui arrive à votre conjoint qui se met un peu de baume au cœur temporairement avec son pansement ou en dépensant beaucoup d'argent et qui ensuite souffre encore plus, d'où l'intérêt de savoir gérer ses dépenses de votre conjoint. Vous apprenez à le faire dans la formation, vous apprenez à lui en parler évidemment pour ne pas faire que cet argent qui part dans des puits sans fond. C'est pas comme quand vous investissez sur vous en apprenant des choses. Eh bien cet investissement sans fond va être retardé, va être éliminé grâce à la formation. Vous allez savoir comment gérer ça. Évidemment, au fur et à mesure de sa crise, votre conjoint va tomber dans une forme d'épuisement émotionnel et dans l'épuisement émotionnel au départ, qui va devenir un épuisement physique ensuite, eh bien, il va y avoir des décisions financières qui vont devenir de plus en plus aléatoires. L'épuisement émotionnel va réduire la capacité de prise de décision du cortex préfrontal de votre conjoint et qui va conduire à des choix financiers irrationnels. Les individus épuisés vont rechercher des solutions rapides, faciles pour se sentir mieux,
souvent en dépensant de l'argent, souvent en allant voir un petit chou, et ça va donner des plaisirs immédiats. Alors des fois, c'est d'ailleurs mêlé parce que beaucoup de personnes, surtout les hommes, vont voir des prostituées ou dépensent de l'argent avec des personnes qui se comportent un peu comme des prostituées. Il y a aussi des dépenses sur l'OnlyFans ou des choses comme ça pour les hommes. Et pour les femmes, il y a des dépenses esthétiques, puisqu'on on espère se faire du bien en revenant en arrière dans sa vie, en faisant comme si on était plus jeune, mais ça ne marche pas longtemps. Évidemment, le rôle de l'identité personnelle de votre conjoint est totalement perturbé pendant sa crise, même si votre conjoint au début, pendant la phase d'alarme, dit que tout va bien, eh bien son identité personnelle, il va falloir qu'il accepte, votre conjoint, ou qu'elle accepte, en tout cas c'est homme ou femme, c'est votre conjoint, que son identité personnelle change et que l'on va passer de jeune homme à homme mature ou de jeune femme à femme mature, et ça va pousser à des dépenses, tout ça, pour reconstruire ou réaffirmer son image. Dans un premier temps, on dépense beaucoup d'argent pour continuer à redorer son blason avec la voiture de sport, avec les restaurants, avec un petit chou plus jeune que soi. Ça réaffirme une image, ça reconstruit une image, mais en réalité, ce n'est que temporaire. Et les achats qui peuvent symboliser une identité que l'on veut conserver, une transformation qu'on voudrait avoir en quelqu'un de plus jeune, offre un sentiment temporaire de survie et de contrôle sur sa vie. Évidemment, on voit que quand on a fait une chirurgie esthétique, eh bien finalement ça s'aggrave ensuite. Quand on a fait des tatouages pour paraître plus viril ou pour plus sexy, eh bien au bout d'un moment on s'en lasse. Et pareil pour le bateau, la voiture de sport, qui fait que l'on a dépensé beaucoup d'argent, mais avec peu de résultats. Donc, les hommes, en particulier les hommes en crise, investissent plutôt dans des activités à risque élevé, les activités à risque élevé comme l'achat de voitures de sport, comme le jeu, comme parfois des relations sexuelles un peu risquées, vont s'offrir à bas prix une montée d'adrénaline qui compense la baisse de dopamine liée à la crise existentielle, mais aussi au désarroi. Donc, adrénaline voudrait compenser la dopamine. Ces comportements risqués sont des moyens de rechercher pour votre conjoint homme des sensations fortes pour combattre le sentiment de stagnation ou de désespoir. Pour les femmes, on cherche souvent des relations de domination-soumission, des choses comme ça, qui vont aussi amener des sensations fortes pour combler la tristesse, la faiblesse et la douleur. Évidemment, dans la formation, je vous parlerai du principe de la douleur de payer, qui va influencer les comportements financiers dans la période de crise. La douleur du payeur, une réaction émotionnelle négative à dépenser de l'argent, va être atténuée pendant la crise par une désensibilisation au coût. C'est pour ça que votre conjoint ne se rend plus compte vraiment pourquoi il dépense de l'argent. Il croit que ce n'est pas dangereux. Donc je vous expliquerai comment lui faire ressentir au fur et à mesure de la formation qui dure 20 minutes, qui dure 2h30 par des fichiers de 10 à 20 minutes. Évidemment, votre conjoint voudrait, mais n'y arrive pas, rationaliser des dépenses excessives comme nécessaires pour un bien-être émotionnel, du type j'ai trop travaillé, j'ai beaucoup travaillé, maintenant je veux en profiter. Évidemment, on minimise ainsi la perception de la perte financière, ce qu'on appelle cette douleur du payeur ou la douleur du payeur qui est importante. Et donc, on va se trouver une excuse pour dire j'en avais vraiment besoin, ou tu m'as tellement brimé pendant des années que maintenant je veux en profiter. Évidemment, votre conjoint vous accuse, il y a une part de vérité, d'avoir brimé ses émotions pendant la phase de sécurisation. C'est vrai que pendant la phase de sécurisation, vous n'avez pas été totalement au top, totalement, comment dirais-je, vaillante pour le couple. C'est-à-dire que vous aviez tellement de choses à faire, la maison, les enfants, le travail, et bien tout ça a fait que finalement, l'impact émotionnel était plutôt négatif de votre couple. Donc on a réprimé les émotions pendant un moment, la colère, la tristesse, et évidemment ces moments d'émotions réprimées font que on va essayer de les libérer par du shopping, qui peut être un mécanisme d'adaptation pour libérer des émotions refoulées, un peu comme une drogue finalement, ou de l'alcool, qui va offrir ce que j'appelle un catharsis temporaire, mais aggravant souvent les problèmes financiers. Pendant longtemps, on allait au théâtre, on allait au cinéma, qui faisait un catharsis, le théâtre grec notamment, c'est-à-dire qu'en voyant d'autres personnes dans les mêmes situations que nous, bien, ça nous faisait du bien de voir que finalement ça fonctionnait pour d'autres personnes aussi. Aujourd'hui, vous, avec les pirates, c'est pareil. Vous voyez qu'il y avait des pirates qui étaient en situation beaucoup plus
terribles que vous et qui ont réussi à revenir ensemble. Souvent, je raconte cette histoire d'il y a quelques années, alors c'était pas au début de ma carrière, mais c'était quand même une dizaine d'années, où une femme en crise avait trouvé pour amant un collègue de bureau. Bon, ça c'est plutôt tout le temps, plutôt traditionnel. Et la personne était devenue l'esclave sexuelle de son collègue de bureau, mais aussi de la femme du collègue de bureau. Il s'était fait tatouer des codes barres dans le dos, hein. Vous voyez que des fois ça va assez loin. Et bon, le couple est revenu ensemble comme la plupart du temps si vous bossez bien. Et le pirate m'avait rappelé l'été suivant, m'avait pris un coaching pour me raconter qu'il avait été choqué de voir les deux tatouages marqués comme au stylo, enfin ils avaient été brûlés. Et c'est vrai que pendant l'année, son épouse avait fait en sorte que voilà, de ne pas se montrer de dos, avec tout un tas de stratagèmes, mais à la plage, elle était obligée de les montrer. Et ça y avait fait un choc, donc il m'avait rappelé pour me raconter déjà que ça avait bien évolué, que le couple était très heureux, mais que ça y avait quand même fait un choc en voyant les deux codes barres, les codes barres barrés dans le dos. Donc en voyant que des pirates plus abîmés que vous, entre guillemets, ou des criseuses ou des criseux plus abîmés que vous, ça s'est quand même bien terminé, eh bien ça vous donne l'espoir de vous mettre à bosser, de bien appliquer les formations et surtout de les mettre en application, les formations que vous investissez, qui évidemment à l'impact. À l'inverse des dépenses de votre conjoint, sont des actifs pour le couple, donc n'ayez pas mauvaise conscience de vous former, d'apprendre, hein, puisque c'est pour le bien de la famille, de vos enfants, et pour faire économiser de l'argent plus tard au couple, parce que évidemment divorcer ça coûte très cher, mais ensuite double appartement, double voiture, etc. C'est des sommes exorbitantes, donc ne soyez pas, comment dirais-je, regardant sur les dépenses, il n'y a pas de culpabilité d'investir dans votre couple. Hein. C'est comme quand on investit dans une maison pour la vendre plus cher, eh bien on n'a pas de culpabilité puisqu'on se dit que c'est pour le bien de la famille. Donc finalement, les individus en crise se tournent vers des expériences souvent très fortes, hein, avec des possessions matérielles parfois, des expériences comme les voyages, les sauts en parachute, les boîtes libertines ou je ne sais quoi, vont activer des circuits cérébraux qui sont liés à la mémoire et à l'émotion, qui vont offrir des souvenirs durables et un sens de l'accomplissement pour les personnes en crise. Ces expériences offrent une forme d'évasion, un renouveau psychologique, une respiration qui va effectivement être une satisfaction certes éphémère et qui va devoir être complétée par des possessions matérielles, mais votre conjoint à la fin de sa crise aura essayé de cramer beaucoup d'argent, beaucoup de dépenses, mais sera comme tout le monde épuisé à la fin, hein, puisque le fonctionnement de l'être humain est ainsi fait qu'à la fin des crises, on est dans l'épuisement. C'est une phase que vous devez savoir gérer. D'ailleurs, la phase d'épuisement de votre conjoint, vous avez une formation spéciale là-dessus. Donc là, dans un couple, on a ce qu'on appelle la dynamique des pouvoirs qui influence le comportement des dépenses pendant la crise. La dynamique de pouvoir peut exacerber les comportements de dépenses lorsque l'un des partenaires, donc votre conjoint, utilise l'argent comme un moyen de contrôle ou de compenser un sentiment de perte et de pouvoir. Comme tu m'as opprimé pendant des années, eh bien, je vais avoir une reprise de contrôle. C'est un acte de rébellion contre les contraintes perçues. Donc évidemment, ça n'amène que une satisfaction très relative chez votre conjoint et très éphémère et avec effectivement des effets descentes ensuite. Donc finalement, votre conjoint dépense beaucoup, prend un pansement pour vous punir, hein, puisque d'après lui, d'après elle, vous avez fait beaucoup de mal. Donc les dépenses ne sont pas exactement les mêmes à la trentaine et à la quarantaine, dans les crises de trentaine et à quarantaine. À la trentaine, les dépenses sont plutôt orientées, de mon expérience, vers des expériences ou des opportunités de croissance personnelle. On essaye à la trentaine, souvent on a des expériences sexuelles. Si j'étais homosexuel, je vais essayer des expériences hétéros. Si j'étais hétéro, des expériences bi ou homosexuelles. C'est-à-dire que je cherche à établir une identité. Je regarde si mon identité est la bonne et si je suis sur le bon chemin de vie, y compris sur le bon chemin de vie professionnel. À la quarantaine, les dépenses peuvent se concentrer, de mon point de vue, plutôt sur des symboles de réussite et de stabilité et de rajeunissement qui vont refléter finalement une réévaluation des réalisations et une quête de redéfinition. Oh Bruno, on se calme.
Michael, mais pourquoi tu parles aussi vite? On va se redéfinir, hein, on veut revenir en arrière d'abord quand on est à la crise de la quarantaine, mais ça marche pas, et ensuite on va se redéfinir vers une nouvelle personne plus mature. Donc finalement, le phénomène de frénésie de dépense est lié à la dopamine. La frénésie de dépense est souvent liée au pic de dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense. Lors d'une crise et d'une souffrance, le cerveau cherche des moyens rapides à stimuler cette libération de dopamine et les achats compulsifs offrent une source immédiate de gratification. Malgré les conséquences financières négatives à long terme, votre conjoint n'est pas tout à fait bête. Il le sait, c'est pour ça que si vous mettez bien en place la formation, eh bien, vous arriverez à comprendre comment faire en sorte que votre conjoint ne dilapide pas la fortune du couple, entre guillemets, les économies du couple en achetant des passifs, mais reste bien dans quelque chose de raisonnable. Et alors sans lui demander pour vous d'investir en lui par des formations, etc., vous allez faire ça pour sauver le couple. Lui ou elle, au moins, s'il limite les dépenses grâce à votre activité, déjà, ce sera beaucoup. Donc votre conjoint sera évidemment attiré par des produits de renouveau comme les programmes de remise en forme, les massages, les relooking qui offrent la promesse d'une identité nouvelle, si vous voulez, qui revient vers le passé et pour avoir un nouveau départ éventuellement hein, avec une autre personne, pensant que ce nouveau départ avec le pansement notamment sera quelque chose qui va changer la vie de votre conjoint. Évidemment, il se trompe. Les produits que prend votre conjoint exploitent le désir profond de changement et de transformation. Je ne veux plus m'ennuyer dans le couple, je ne veux plus être en phase 2, je voudrais même repasser en lune de miel. Évidemment, tout ça ne marche pas. Votre conjoint a raison de vouloir sortir de la phase 2 et vous allez apprendre au fur et à mesure des formations à passer en phase 4, la phase de grande intimité, et la phase 3 que vous vivez actuellement, qui est une phase très, très perturbante, va passer comme dans du beurre, évidemment, et en activant les circuits cérébraux associés à l'espoir et à l'anticipation des récompenses futures, hein, vous allez vous mettre à bosser sérieusement, à mettre en application, et vos désirs vont devenir réalité, et c'est ce qui permet à votre conjoint de vous remercier à la fin de sa crise en disant « Heureusement que tu n'as pas fait n'importe quoi, heureusement que tu m'as empêché de faire des dépenses inconsidérées. » Et alors peut-être qu'il ne saura pas que vous êtes formé, mais il dira « Heureusement que tu as beaucoup changé, je ne sais pas comment tu as fait. » Mais oh, tu m'as empêché de faire des bêtises, heureusement que tu as été fort et que tu as été forte. Voilà, la pente naturelle, si vous êtes en couple depuis très longtemps, c'est de revenir ensemble après la crise. Évidemment, il faut apprendre à gérer cette crise, mais ça, vous êtes au bon endroit et les pirates vont vous aider à mettre en application toutes les formations. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe, mais aussi, je vous kiffe grave.